Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire la maladie de B7. On commence par la définition. Donc déjà, c'est quoi la maladie de B7? C'est une maladie qui est auto-inflammatoire. Donc ça touche l'immunité innée, non l'immunité adaptative. Elle est faite de vascularité systémique chronique qui touche les vaisseaux de calibre variable. Elle peut toucher les gros vaisseaux, et ça sera le B7 vasculaire, et ça peut toucher les vaisseaux de moyen et petit calibre, et ça sera les manifestations viscérales. Physiopathologiquement parlant, les causes ne sont pas connues. Par contre, le substratum, les vascularites, on connaît. Donc, on a une altération de la paroi. Qui dit altération de la paroi, on a l'exposition des facteurs. L'exposition de facteurs peut nous donner des thromboses et ça peut nous donner aussi une fragilisation de la paroi qui va nous donner des anévrismes au fur et à mesure du temps. Mais sinon, si on parle de la physiopathologie de B7, il y a des théories, pas vraiment une physiopathologie. C'est-à-dire, génétiquement parlant, le HLA-B51. Il est non spécifique. On peut le trouver comme on ne peut pas le trouver. C'est-à-dire, je peux avoir le B7 avec le HLA-B51. D'accord? Je peux avoir un B7 sans le HLA-B51. Je peux avoir le HLA-B51 sans avoir un B7. Donc, il est non spécifique. Lui seul ne confirme pas le diagnostic. L'infection à strepto et herpès par mimétisme moléculaire. Donc, en gros, quand on a une infection à strepto ou à herpès, on peut avoir un mimétisme moléculaire qui va causer le B7, donc qui va causer le début de cette cascade d'inflammation, etc. Et on peut avoir des événements qui vont nous causer des déséquilibres immunitaires et causer le B7. Épidémiologiquement parlant, le sexe ratio est de 1-1, donc on le retrouve chez les femmes et chez les hommes. C'est une maladie auto-inflammatoire et non auto-immune. Les maladies auto-immunes, généralement, on les trouve les femmes. Par contre, il a gardé une partie de tout ce qui est immunitaire, c'est-à-dire c'est généralement plus sévère chez l'homme. Donc la sévérité, on la retrouve chez l'homme. Et ça touche le sujet jeune de 18 à 40 ans. On dit que généralement, si ça vient avant 18 ans, c'est un pronostic qui est un peu plus sévère. À la gel, l'étendue des lésions. Donc généralement, c'est étendu. Voilà. Ok, on va passer maintenant à cette petite partie que j'aimerais bien expliquer. Quand on parle du B7, on le voit comme un iceberg. Donc, la surface, les aphthoses bipolaires et l'uvéite qu'on voit, et le fond. Et le fond, c'est généralement l'atteinte viscérale qui peut être beaucoup plus grave que l'atteinte cutanée qui est généralement visible. D'accord? Donc l'atteinte viscérale, on doit la chercher. Il faut savoir qu'il n'y a pas une corrélation entre les lésions cutanées et viscérales. On peut avoir des lésions cutanées qui sont très étendues, mais une atteinte viscérale minime. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les lésions cutanées, si je les trouve, je dois dépister les lésions viscérales. Donc trouver l'une, chercher l'autre. Voilà. On passe maintenant à la clinique. Donc la clinique, déjà, a des signes généraux. Les 3A, asthénie, anorexie, amaigrissement, et ils apparaissent souvent lors des épisodes vasculaires. Cutanéo-muqueux, il y a l'aphthose buccale, il y a l'aphthose génitale, et il y a autres manifestations cutanées. Donc l'aphthose buccale, elle est quasi constante et elle n'est pas pathognomonique. Donc c'est pas parce que quelqu'un il vient avec des aftes qu'on dit ah c'est bon, c'est un B7, ok? On peut avoir une mauvaise hygiène, ça peut être une maladie de Crohn associée et c'est généralement très difficile de différencier entre le B7 et un Crohn qui a un peu de manifestations qui nous orientent vers le B7 parce que les deux ont les signes digestifs, les ulcérations, les aphthoses. Et ce qui est bien en vrai, c'est qu'ils répondent au même traitement. Et donc, c'est la seule chose qui nous arrange. En tout cas, qu'est-ce qui fait la différence entre une aphthose anodine chez une personne qui n'a pas un B7 et les aphthoses qui sont plus évocatrices d'un B7? Donc déjà, elles sont beaucoup plus volumineuses, douloureuses. Et les bords sont nets. On voit bien ici que les bords sont nets. J'arrive à les dessiner. On a un enduit beurre frais et on a un pourtour qui est inflammatoire et douloureux. Donc, enduit beurre frais, le pourtour inflammatoire et douloureux, ils peuvent être mineurs, majeurs, miliaires, c'est-à-dire plusieurs petites aphtes comme ça. Le nombre varie et la guérison se fait sans cicatrice et tardive, contrairement aux aphtoses génitales. Donc, elles récidivent et ça se fait généralement plus de 3 fois par an. Et la récidive peut être déclenchée par la fatigue, le stress, l'insomnie, les menstruations et les infections. Il faut savoir qu'il récidive tellement que le sujet a l'impression qu'il ne guérit jamais de ses lésions. Donc, une, elle guérit, l'autre, elle revient, une autre revient pendant que elle guérit. Et du coup, le sujet sent qu'il a toujours des aphtes au niveau buccal. Alors,
où on les trouve? La face interne des lèvres, les sillons gingivo-labiales, le pourtour de la langue, les joues, freins, planche du palais, amygdale, pharynx et tube digestif. Ça, c'est en ce qui concerne les aphthoses buccales. On va passer maintenant vers l'aphthose génitale. L'aphthose génitale, on a déjà la guérison, elle laisse des cicatrices hypopigmentées. Donc, comme on voit ici, c'est une cicatrice qui est hypopigmentée. On les retrouve où? Donc, chez les hommes, c'est le scrotum et rarement à la verge. Et chez la femme, c'est la vulve, vagin et col. Il faut savoir qu'ils ont des différences avec les aphtoses buccales, c'est qu'elles sont plus larges, plus profondes et plus durables. Donc voilà, c'est ça la différence. Et donc, ça me permet de faire un diagnostic rétrospectif. Dans le cas où je trouve des aphtoses buccales et je vais voir au niveau génital, je trouve une cicatrice hypopigmentée, ça me permet de faire le diagnostic rétrospectif. J'ai une aphtose bipolaire. C'est déjà quelque chose qui majore le diagnostic parce que si on voit bien les critères, eh ben, les aphtoses génitales et les aphtoses orales, ça fait déjà le diagnostic du B7. Bon, Hadaya, je pense qu'il est ancien parce que maintenant, les aphtoses orales, c'est 2 points et le diagnostic se fait à 4 points. Voilà. Ok, j'y reviens ici. Quand je vais mettre le support, je mettrai la nouvelle. Alors, on a autre, c'est-à-dire... Il faut savoir que Hadi, elle est caractéristique et Hadi, elle est caractéristique. C'est pour ça qu'il y a un C devant. Mais, ils ne sont pas caractéristiques. On peut les retrouver, c'est des signes cutanés, mais ils ne sont pas caractéristiques. Donc, autre, on a quoi? La pseudofolliculite stérile. Déjà, pourquoi je l'appelle pseudo? Parce qu'il n'y a pas de poil. Quand on parle d'une folliculite, il s'agit d'une inflammation qui est autour d'un poil. Dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on l'appelle la pseudofolliculite stérile. On a l'érythème noureux. Et c'est quoi un érythème noureux? Il s'agit d'une inflammation du tissu graisseux ou la thrombose de l'hypoderme qui va se manifester par une dermo-hypodermite qui est noueuse. C'est-à-dire noueuse. Par exemple, un membre inférieur, j'adore dessiner. On va avoir comme ça des plaques, des nouures comme ça, d'inflammation. Voilà. On continue. Donc, on a des papules, des vésicules, des pustules, les thrombophlébite, purpura, pyodermagangrenosome. Last but not least, on aura le Patergy test. C'est quoi le Patergy test? C'est un test d'hypersensibilité. Donc, en gros, on va essayer de mettre en évidence l'hypersensibilité innée qui est pas spécifique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, avec une aiguille, faire une petite lésion et on va la revoir. Après 1 à 2 jours, on va voir que la lésion s'est ulcérée et donc ça confirme un peu, ça confirme le Patergy test et c'est un signe qui est caractéristique. On passe maintenant vers l'atteinte oculaire. Donc, the tip of the iceberg, c'est ça ce qui est visible, ce qui est caractéristique, c'est la triade aphtose buccale, aphtose génitale et atteinte oculaire. L'atteinte oculaire, elle est sévère. Elle est sévère parce qu'un est le pronostic fonctionnel avec risque élevé de cécité. Donc, comme on a dit qu'il y a 2 vascularites qui peuvent donner une cécité, c'est le B7 et c'est aussi Orton. Ok? Qu'est-ce qui va m'orienter vers une atteinte inflammatoire et non... Alors, j'ai écrit ici inflammatoire et non inflammatoire. Erreur de débutant. Je voulais écrire inflammatoire et non infectieuse. My bad. Et non infectieuse. Alors, déjà, c'est l'aspect bilatéral. Donc, IDA, c'est une atteinte infectieuse. Généralement, j'aurai un nœud qui est atteint et pas les deux. C'est la chronicité des choses. Donc, une atteinte infectieuse, généralement, elle va s'aggraver avec le temps. Elle va donner une symptomatologie qui est bruyante, contrairement à ce dernier. Toutes les chambres peuvent être touchées. Voilà, donc je dois dépister. Quand on dit je dois dépister, maintenant, c'est pas juste quand je commence à avoir des signes oculaires que je dois dépister, mais aussi dès que j'ai des signes cutanés que je regarde et que je suspecte d'être un B7, je dois dépister l'atteinte oculaire. L'examen ophtalmologique total devra être fait. Donc, un des uvéites antérieures, les uvéites postérieures et autres. Les uvéites antérieures, leur diagnostic, il est facile, tout simplement parce qu'ils sont visibles. C'est l'iris et tout. Et donc, je peux le voir. Quand on peut le voir, on peut le diagnostiquer. Donc, عندنا, c'est douloureux. عندنا une diminution de l'acuité visuelle. عندنا une rougeur de la conjonctivite. Et عندي l'hypopion. L'hypopion, c'est une collection de pus. C'est un pus qui est stérile. C'est une collection de PNN stériles qui est déclive. Donc, quand le patient il va changer de position, eh ben, même l'hypopion, il va aussi changer de position.
Ce qui est difficile avec ça, ce sera le traitement. Parce que si je traite après, eh ben, qui dit que c'est collecté, il dit que c'est enfermé. Donc, je dois aller vers quelque chose de général. On expliquera ça plus dans le traitement. On va passer vers l'uvéite postérieure. L'uvéite postérieure, c'est-à-dire j'ai l'atteinte à la choroïde. Et là, le diagnostic, il est difficile. Tout simplement parce que c'est asymptomatique, c'est plus fréquent et c'est plus sévère parce que j'ai plus le risque de cécité. C'est pas douloureux. Indé la diminution de l'acuité visuelle et indé aussi des scotums qui peuvent être vus. Comme on a dit, elle est asymptomatique, l'évolution elle est insidieuse et je peux avoir un œdème maculaire comme conséquence. Et d'ailleurs, on peut avoir d'autres manifestations comme la vascularite rétinienne. Oh là là, je sais pas ce qui est en train de se passer avec ce truc. Voilà, comme la vascularite rétinienne. Donc je peux avoir des occlusions. Les occlusions, ils vont me donner des ischémies, des hémorragies, des œdèmes maculaires qui peuvent éventuellement donner une atrophie optique et des œdèmes rétiniens qui peuvent nous donner des décollements rétiniens. Tout ça peut majorer le risque de cécité. Voilà, on a fini avec, comme on a dit, la triade, the tip of the iceberg. On va passer maintenant vers surtout les atteintes viscérales. Donc les atteintes viscérales, on a des atteintes qui sont graves, qui m'a l'atteinte neurologique, qui m'a l'atteinte vasculaire. Ok? Donc, en ce qui concerne l'atteinte neurologique, elle est de mauvais pronostic et ça touche le système nerveux central. Elle peut être intraparenchymateuse ou là extraparenchymateuse. Si elle est extraparenchymateuse, c'est le B7 vasculaire. Si elle est intraparenchymateuse, on parle du neuro B7. Dans le neuro B7, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver des méningites stériles lymphocytaires. Je peux avoir des céphalées et des méningo-encéphalites, un syndrome pyramidal, cérébelleux, troubles sphinctériens, troubles sensitifs, perte crânienne, syndrome extrapyramidal. En gros, ce qui est en train de se passer, c'est qu'un des nerfs taouï, un des la substance blanche, un des une inflammation. L'inflammation hédique, elle va causer une démyélinisation et ça va me donner les symptômes tel le neuro B7. Le neuro B7, on dit qu'il est CEP-like. C'est-à-dire CEP-like, ça veut dire qu'on a les mêmes manifestations à la CEP, c'est-à-dire une démyélinisation au niveau central. C'est juste la localisation qui est différente. Les deux peuvent toucher le tronc cérébral, mais le neuro B7 touche plus la jonction mésencéphalo-diencéphalique, alors que la CEP a beaucoup plus de localisation. Pour le psycho, ça va donner des troubles du comportement. Ça, c'était pour l'atteinte neurologique qui est sévère. On va passer maintenant à l'atteinte vasculaire. Donc l'atteinte vasculaire, on a le B7 vasculaire. Il faut savoir que le B7, il a un tropisme veineux comme les artères. C'est ce qu'on a remarqué, tout simplement. Donc veineux, c'est des thromboses des sinus latéraux. Mais les thromboses des sinus latéraux, elles ne sont pas emboligènes, c'est-à-dire elles sont adhérentes à la paroi endothéliale. Et donc ça va me donner des signes de focalisation, des convulsions et HIC, c'est-à-dire la thrombose des sinus latéraux, ça va donner surtout une sténose. La sténose hédique, elle va me causer des signes d'HIC, troubles visuels, céphalées, œdème. Je vais avoir des dysrégulations des ventricules, ça peut me donner des convulsions et des signes de focalisation. À la le déséquilibre des ventricules, tout simplement. Alors, tout ce qui est artériel, on a les ruptures d'anévrisme. S'ils sont présents, on peut avoir des occlusions, des sténoses, des aortites, des vascularites, des petits vaisseaux. Say it and it's here. Le caractère le B7 veineux, c'est qu'il est récidivant, qu'il est à bascule et qu'il y a la localisation insolite. Généralement, quand on a une atteinte veineuse, on a des caractères qui disent qu'elle est provoquée. D'autres caractères disent qu'ils ne sont pas provoqués. Donc, tout ce qui est provoqué, on en a déjà parlé dans les vascularites. Mais là, ce qui est un peu évocateur de ce qui n'est pas provoqué, c'est le caractère récidivant à bascule. Maintenant, des fois, il dit d'un côté, des fois d'un autre. La localisation insolite, donc je la trouve la veine cave inférieure cardiaque rétinienne, c'est pas normal. Et faut savoir que les événements vasculaires, comme on l'a dit au début avec les signes généraux, ils sont accompagnés de fièvre, signes généraux et un syndrome inflammatoire. Ça, c'était pour le neuro et pour le vasculaire. Je vais passer maintenant au digestif. Le digestif, comme on l'a dit, ça a des symptomatologies qui met le Crohn. Crohn-like symptômes. À part le fait qu'il n'y a pas de granulome à la biopsie. Des douleurs abdominales, anorexie, vomissement, diarrhée, sérosanglante. C'est le même traitement pour les deux, heureusement. Et j'ai une aphthose, œsophage, estomac, intestin et tout ce qui s'ensuit. Donc, là, je le mentionne ici parce qu'il m'a la on a dit, Billy, face interne des lèvres, sillon, pourtour, langue, frein, planche du palais,
amygdale, pharynx, tube digestif. Tube digestif, ça continue. Et on va aller oesophage, estomac, intestin. Ok. Honorable mention to pulmonaire, elle est rare, heureusement d'ailleurs. Rénal, dû à l'amylose AA, protéine. Donc en gros, quand on a une inflammation chronique, le foie, il va créer une protéine amylose A. Donc protéine A. La protéine A, elle va commencer à se déposer un peu partout dans le corps et créer des symptomatologies à l'amylose AA qu'on va voir plus tard. Les testicules, ça peut donner une stérilité. Pour l'appareil locomoteur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une atteinte articulaire ou musculaire. L'articulaire, ce sera une mono-oligopolie, périphérique ou axiale non déformante. La ponction va trouver un liquide inflammatoire à PNN stérile. C'est le cas dans tout كل كاين du pu, arthralgie, arthrite fixe. Musculaire, elle est rare et elle est associée aux arthrites. Cardiaque aussi, elle est sévère. Donc, qu'est-ce qu'on a vu comme atteinte sévère? Oculaire, vasculaire, neuro et cardiaque. Donc, la cause de mortalité, les trois tuniques peuvent être touchées. Voilà, on a parlé des signes cliniques. Normalement, on n'a rien raté. On va passer maintenant à la paraclinique. La paraclinique, déjà, elle va m'aider pour le retentissement et non pour le diagnostic. Parce que le diagnostic, c'est un diagnostic d'élimination. On va voir pourquoi. Donc, on a FNS, l'anémie inflammatoire. Je vais voir le retentissement. Le bilan inflammatoire, il peut être abaissé ou up. Ça dépend, il y a des événements vasculaires ou pas. Le HLA-B25, on a dit que c'est pas un critère. Les anticorps, il n'y a pas d'anticorps parce que ça touche l'immunité innée et non adaptative. Je peux faire des IRM cérébrales, angiographie et angio-IRM dans le cas où il y a des signes neurologiques, céphalée, HIC ou là je recherche un anévrisme. On peut faire des échodoppler vénéo-artériels et une endoscopie digestive si on en a besoin, par exemple pour différencier entre un Crohn et un B7 en prenant une biopsie. Donc comme on voit le diagnostic positif, il se fait en éliminant les autres diagnostics différentiels et en voyant les critères que je vais remettre après ici. Donc les diagnostics différentiels, chaque symptôme qu'on a peut m'orienter vers un autre diagnostic que je dois éliminer avant de pouvoir obtenir le B7. Donc on a le neuro, je dois éliminer la CEP. Tout ce qui est digestif et aphthose, je dois éliminer le Crohn. L'atteinte génitale, je dois éliminer un herpès, voire même la syphilis. L'atteinte articulaire, je dois éliminer la spondyloarthrite ankylosante parce qu'on a dit ça peut être axial et ça peut être périphérique. L'atteinte, c'est bon, je l'ai dit. Les aphthoses, ça peut être aussi des carences vitaminiques comme la vitamine B12, B9 et autres vascularites qui peuvent donner la même symptomatologie. Voilà, donc normalement on a parlé de tout. Pour l'évolution et le pronostic, il faut savoir qu'ils évoluent en poussée et rémission. Ils sont imprévisibles, les poussées, et l'activité est égale au nombre de poussées. Donc le plus qu'il y a de poussées, le plus l'activité de la maladie est là. Les poussées, elles diminuent avec l'âge et on dit que c'est les plus sévères chez l'homme et les jeunes enfants. On l'a expliqué, on a dit l'homme, l'homme c'est bon, c'est plus sévère, mais chez les jeunes enfants, on dit généralement d'emblée, elle est multiviscérale et c'est une urgence thérapeutique. Le pronostic, il est vital et fonctionnel. Alors vital, c'est artériel et cardiaque et fonctionnel, c'est neuro-oculaire et digestif. Ça, c'était en ce qui concerne tout ça. On va passer maintenant vers le traitement. Alors, qui dit traitement dit qu'on doit parler du but, des moyens et des modalités. Quand on parle du but, il faut savoir qu'on a un traitement symptomatique, qu'on doit obtenir une rémission et prévenir les rechutes, limiter les séquelles et préserver le pronostic vital et fonctionnel et améliorer la qualité de vie. Généralement, c'est le générique à dire. Quand on dit les buts ou un traitement de quelque chose, il faut écrire tout ça. Tout ça spécifiquement, il faut écrire le but, les moyens et les modalités, mais comme but, si vous n'avez rien en tête, vous pouvez écrire ça. Voilà. Alors, les moyens, on a les corticoïdes, on a la colchicine qui est un peu la pierre angulaire des maladies auto-inflammatoires, tout simplement parce que les neutrophiles, on n'arrêtait pas de voir un plus stérile, la PNN, etc. Donc, les neutrophiles, le risque d'amylose par la sécrétion de la protéine A par le foie et elle traite les aphthoses aussi et aussi elle traite les manifestations oculaires. Je ne l'ai pas mis ici mais elle traite aussi les manifestations oculaires. On peut mettre des immunomodulateurs comme la prénimaste, des immunosuppresseurs comme l'aziathiopine, cyclosporine, méthotrexate, la biothérapie comme l'anti-TNF alpha infliximab adalimumab, l'aspirine à dose forte, les anticoagulants, ça c'est pour les événements vasculaires, la chirurgie, la radiographie interventionnelle aussi.
En ce qui concerne les modalités, donc dans le cas où il y a une aphthose, on va passer par plusieurs paliers. Donc, il y a l'aphthose orale rare, c'est-à-dire, مرة على مرة, كاين des aftes. On va faire un bain de bouche cortisonné. Dans le cas où c'est plus fréquent, je vais commencer la colchicine. La colchicine pour le B7, c'est comme le plaquenil pour le lupus. Tu le mets en fond de toute façon. Donc, la colchicine 1 à 2 mg, durée non codifiée, dépend de la présentation de la symptomatologie. Les aftes oraux génitaux résistants aux topiques et à la colchicine, là on va commencer à faire du prednisone peros avec dégression sur 2 à 3 semaines. Si résistance, je peux donner le thalidomide, azatioprine, interféron ou anti-TNF. Donc je vais faire une escalade thérapeutique. Manifestations articulaires, je donne la colchicine, ANS et corticoïdes. Les manifestations oculaires, donc ça va dépendre. Si c'est une évite antérieure isolée, je peux donner une corticothérapie orale. Bon, un instant. Déjà, si c'est une uvéite qui est antérieure, sans hypopion, là, je peux donner un traitement topique, donc local, donc des gouttes, parce que ça diffuse. Mais dans le cas où c'est pas... Donc, il y a un hypopion, et là, je dois passer vers la corticothérapie orale parce que ça ne peut pas diffuser si ça a touché la chambre antérieure. Voilà. Si on a une atteinte du segment postérieur, et là, je dois mettre les corticothérapies et l'azatioprine. Et dans le cas où c'est une forme qui est sévère, avec atteinte rétinienne ou baisse de l'acuité visuelle de plus de 2 lignes, je dois mettre corticothérapie, azatioprine, cyclosporine ou infliximab. Donc je dois carrément mettre une trithérapie parce que c'est une atteinte sévère. En ce qui concerne l'atteinte vasculaire, donc un des thromboses veineuses profondes, je dois mettre une anticoagulation. L'azatioprine, c'est le traitement de référence de la TVP, la maladie de B7. Donc ça, MB, c'est maladie de B7. Les thromboses et anévrismes artériels périphériques, je vais mettre l'azatioprine ou le cyclophosphamide plus une corticothérapie. Donc ça, c'est des traitements qui sont mis que ce soit evidence-based, que ce soit par recommandation. Anévrisme des artères pulmonaires, dans ce cas-là, je dois mettre des fortes doses de corticoïdes cyclophosphamide. Donc les artères pulmonaires, il faut savoir qu'il y a une grande précaution par rapport à ça parce qu'on n'a pas trop de choix. Il y a un anévrisme qui va se rompre, on va avoir une inondation pulmonaire et ça peut emporter le patient. Donc le pronostic vital, il est vraiment engagé. C'est pour ça que, par exemple, on peut prendre des fortes doses de corticoïdes de cyclophosphamide puis relais avec l'azatioprine. Sinon, je peux passer vers la chirurgie, mais la mortalité, elle est importante. On peut faire aussi une embolisation en alternative, mais les anévrismes des artères pulmonaires ont un mauvais pronostic, mais le B7. Pour l'atteinte neurologique, on a dit que c'est une atteinte qui est grave. Qui dit une atteinte sévère, puis grave sévère, c'est-à-dire une corticothérapie avec des immunosuppresseurs. Par contre, on a 2 degrés de sévérité. La sévérité, elle est là, c'est la base. On a l'atteinte parenchymateuse qui est encore plus sévère. Et oui, je dois, qui m'appelle bring the big guns. Les amender un bolus de méthylprénisolone. Donc l'atteinte du système nerveux central. Je vais mettre des corticothérapies à forte dose et des immunosuppresseurs, mais dans le cas où il y a une atteinte parenchymateuse, là je dois faire des bolus de méthylprénisolone en IV pendant 3 à 5 jours, puis je fais un relais péros de 1 mg/kg jour d'immunosuppresseurs, comme le cyclophosphamide. Je peux faire des perfusions mensuelles pour 6 mois et relais par azatioprine. Si résistante, anti-TNF type infliximab. Le cyclophosphamide, on le prend en perfusion mensuelle, des fois 6 mois, des fois 12 mois, donc ça dépend. C'est pour ça que perfusion. Les thrombophlébites cérébrales, c'est, comme on a dit, les manifestations vasculaires. Pour l'atteinte gastro-intestinale, donc c'est des symptômes qui sont Crohn-like, et heureusement, ils ont le même traitement. Donc corticothérapie, azatioprine et TNF-alpha dans les formes graves ou réfractaires. La corticothérapie, donc ça va faire une immunosuppression, mais qui a beaucoup d'effets secondaires. Et dans ce cas-là, je vais passer vers l'azatioprine. J'ai pas mis la surveillance, mais généralement, comme surveillance, on va faire la surveillance des traitements, donc les effets secondaires des traitements, surtout la corticothérapie et les immunosuppresseurs. Après, on peut mettre la surveillance de tout ce qui est risque thrombogène, facteur de risque cardiovasculaire et la surveillance de l'atteinte oculaire, etc. Voilà, on a fini avec la maladie de B7. J'ai essayé de mettre tout ici, mais il faut savoir que ça a l'air complet. Il faut toujours revoir le cours du prof, revoir les cours officiels de Mustapha.
Donc, j'ai essayé de tout rassembler. Tout ce qui est en rouge, c'est des QCM material. Plus QCM material, plutôt croc material. Donc, ils sont tombés. Que ce soit, ils ont été mentionnés. Que ce soit, ils devaient être écrits. Que ce soit, j'ai tout mis en rouge parce que c'est important. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je vais corriger le tableau et vous trouverez le support dans le site de MyStudia.